Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui concerne tous les soignants, les professionnels de santé et les étudiants. Les risques psychosociaux, stress qui s'installe, isolement, hyperconnexion par exemple. On finit par les considérer comme normaux, mais ces signaux peuvent être les premiers marqueurs d'un épuisement. Pour mieux comprendre, j'accueille Isabelle, psychologue clinicienne et spécialiste dans l'épuisement auprès des professionnels et des étudiants. C'est vrai que les soignants sont très engagés, ils ont tendance à tenir et à pousser leurs limites. Donc ils envoient assez rapidement des signaux qui sont très précieux, à condition qu'on sache les écouter et puis les suivre. Alors j'ai envie de vous poser la première question avant de rentrer dans cette crise des risques psychosociaux. Comment on fait pour repérer ces risques ? Le stress d'abord qui s'installe. Alors là, on ne parle pas d'un stress ponctuel ou banal, qui est un stress normal. On parle d'un état, c'est-à-dire c'est un stress chronique avec une tension continue qui ne redescend pas et qui va se manifester par des symptômes et des signes multiples. Donc par exemple, des problèmes de sommeil. Alors, problème d'endormissement, de réveil nocturne, de sommeil non réparateur, où en fait on se rend compte que les idées tourbillonnent, en lien avec le travail. Tout ça évidemment couplé avec une hypervigilance permanente. On est tout le temps sur le qui-vive. Et puis il y a aussi beaucoup de signes physiques qui sont finalement assez faciles à repérer. C'est le cœur qui s'emballe pour un rien, des maux de tête, des oppressions thoraciques, des troubles digestifs, la fameuse boule dans le ventre par exemple, qui est quand même très fréquente, les troubles musculo-squelettiques aussi, qui sont très très souvent en lien avec le stress. Et il y a également des signes psychologiques, notamment une instabilité émotionnelle importante. Donc par exemple la crise de larmes qui arrive comme ça tout d'un coup, alors qu'évidemment on n'a pas du tout envie de se montrer dans cet état-là, mais aussi une irritabilité qui dans certains cas peut se traduire sur le plan comportemental par de l'agressivité. Donc on voit bien que ce stress chronique qui s'installe progressivement est très délétère pour notre système nerveux et c'est un signe majeur à repérer. Quand on se sent pas bien, de façon générale, on a tendance à s'isoler. On ne participe plus aux pauses avec les collègues, on ne parle jamais de ses ressentis avec l'idée qu'on va gérer tout seul. C'est ni à banaliser ni à minimiser, mais à repérer. Et le troisième signe dont vous avez parlé aussi, c'est l'hyperconnexion. Donc en fait, on est connecté en permanence à sa boîte mail, à son groupe WhatsApp, toute heure du jour et de la nuit. Le cerveau ne se repose pas, n'arrive pas à récupérer. Ça, c'est vraiment un accélérateur très puissant de l'épuisement au travail. Quand ces trois facteurs deviennent la normalité, c'est-à-dire qu'en fait, ça n'est plus un moment un petit peu difficile, à ce moment-là, je pense que quand on s'en rend compte, c'est urgent de réagir. Pour ne pas basculer dans cette hyperconnexion, dans cet isolement, dans ce stress, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Je dirais que la première des choses, c'est se poser et se rendre compte de ce qui se passe. Ça n'est pas si évident parce qu'en fait, les choses se mettent souvent en place progressivement. Et par ailleurs, les soignants ont comme particularité de penser plus aux autres qu'à eux-mêmes. Alors on peut objectiver certains signes, par exemple en passant des autoquestionnaires. Il y a des autoquestionnaires en ligne qui sont faciles d'accès et qui permettent de mesurer d'une façon objective son niveau de stress, de fatigue, d'isolement, enfin tout ce dont on a parlé précédemment. Moi, j'aime aussi beaucoup la méditation de pleine conscience pour objectiver ce qui nous arrive, puisque quand on médite, on observe ce qui se passe pour nous dans le moment présent. Et là, on va se rendre compte qu'on a une respiration contrainte, des tensions, des douleurs corporelles, et puis on va aussi se rendre compte qu'on a les pensées qui tourbillonnent. Voilà. 5 minutes par jour, il y a déjà un effet positif, alors déjà pour l'objectivation, et puis aussi pour essayer de réguler ses émotions. Et quand consulter, par exemple ? À partir du moment où on arrive à mettre des mots sur ce qui nous arrive à nous, on va pouvoir en parler avec d'autres personnes et sortir de l'isolement. On va pouvoir aussi mieux réguler ses émotions. Donc j'ai parlé de méditation, mais il y a yoga, sophrologie, etc. Puis quand vraiment toutes ces pistes ne suffisent pas, c'est-à-dire qu'on se sent toujours en difficulté, à ce moment-là, je pense qu'il faut consulter et assez vite. Et plus on consulte tôt, plus les choses vont s'arranger facilement. Même si de toute façon, il y a toujours des solutions, bien entendu. Et chez les étudiants, il y a des signes particuliers ? Alors là, des problématiques autour des examens, des choix d'options, de spécialités qui font qu'on peut avoir un niveau de stress à certains moments très important. Ou comme les soignants d'ailleurs, ils se disent que c'est normal et qu'il faut être fort et se débrouiller tout seul. Par moments, on a besoin d'aide et c'est pas un sentiment d'échec, c'est vraiment
reconnaître les choses et prendre soin de soi. Moi, j'ai une question spécifiquement pour les étudiants en santé. On sait qu'ils souffrent d'isolement. Les dernières études montrent effectivement qu'ils ont des idées suicidaires. La situation est quand même assez inquiétante pour nos étudiants en santé qui sont déjà nos soignants. Qu'est-ce que vous leur recommanderiez pour être accompagnés et un certain nombre de propositions que vous pourriez leur faire? C'est vrai que leur situation est un peu particulière parce qu'ils débutent dans le métier du soin, que souvent ils ne s'attendent pas à ce qu'ils vont trouver. Les patients, la maladie, ça c'est pas facile. Je dirais que vraiment il faut pouvoir partager. Si les choses sont difficiles, il faut trouver des personnes de confiance avec qui on puisse échanger et ne pas hésiter à consulter des professionnels de santé et ne pas systématiquement prendre sur soi et dire que c'est normal, c'est comme ça, c'est le métier qui veut ça, donc il faut encaisser. Merci beaucoup pour ces commentaires, ces recommandations. Et puis moi, je dirais qu'on a toujours en recours l'association SPS, l'Institut pour la santé des soignants, avec la possibilité de ne pas rester seul et d'appeler jour et nuit le numéro vert ou se connecter à l'application ASSO SPS dans lequel on trouve des psychologues en ligne ou des autotests, mais il y a aussi des ateliers en ligne, il y a des fiches pédagogiques, des fiches repères qui permettent d'accompagner les soignants et les étudiants en santé pour les soutenir au quotidien.